Donc là, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on va travailler sur le 2K20. 47 procédures, je mets un petit peu moins, toujours une aiguille de calibre 21G. Alors, la ténosynovite de 2K20 est une ténosynovite sténosante particulière qui implique les deux tendons du premier compartiment des extenseurs, pour extenseur, et le long abducteur du pouce. Vous voyez, à ce niveau, au contact de la styloïde radiale, ils sont maintenus en place par une poulie fibreuse de réflexion, et c'est là que va se faire le conflit responsable de la maladie de 2K20. Alors c'est quelque chose de fréquent, avec une prévalence de 1,2% dans une population de travailleurs. C'est plus fréquent chez la femme, ça augmente avec l'âge, et il y a un contexte particulier, notamment chez les jeunes mamans. Alors l'objectif de ce travail, c'est de montrer qu'une libération éco-guidée est possible. On a déjà montré par la présentation précédente et par un article que c'était possible pour le doigt, donc pourquoi ça ne serait pas pour cette autre ténosynovite de 2K. Donc là encore, une étude cadavérique et une étude clinique. Et en préambule de cette étude cadavérique, on a disséqué comme ça un premier compartiment et on a essayé avec une simple aiguille, l'aiguille 21G, celle qu'on va utiliser, de sectionner ce rétinaculum des extenseurs. Vous voyez, c'est un peu plus dur que pour le doigt, il faut s'y reprendre à quelques fois, mais au prix de plusieurs passages, notre chirurgien va le sectionner proprement. Voilà, il va lui montrer un petit coup de ciseau que c'est parfaitement libéré et on obtient ceci. Donc la réponse est oui, on peut le sectionner, mais c'est moins facile si on a un peu pour une fille, tout simplement parce que c'est plus épais. Donc l'étude, ce préambule étant fait, on a débuté l'étude anatomie. C'est possible de sectionner, donc on va tester en faisant la procédure sous échographie sur 10 poignées de cadavres, un opérateur, un chirurgien qui dissèque dans la foulée, avec les paramètres analysés suivants. Quel est l'aspect du rétinaculum traité? Quel est l'aspect des tendons sous-jacents? Est-ce qu'on a fait des petites lésions, des lacérations? Est-ce que ces tendons se luxent après la procédure? Et quel est l'aspect des éléments vasculo-nerveux, et notamment d'un élément clé dans cette zone, la branche sensitive du nerf radial? L'étude clinique maintenant, c'est sur 3 ans, encore un opérateur et un chirurgien. Alors, consultation préalable par le chirurgien qui nous adresse le patient. Les critères d'inclusion étaient un 2K20 qui résistait au traitement médical depuis plus de 4 mois avec un test de Finkelstein positif. 47 patients ont été retenus à l'issue de ces 3 ans. Alors, comment on évaluait les résultats? À J0, le radiologue réalise avant le geste un Finkelstein, interroge le patient sur son EVA max, sa douleur maximum entre 0 et 10 les 7 derniers jours, et réalise 2 tests fonctionnels, un quick dash et un pair WE. Une échographie est réalisée en pré-procédure, notamment pour visualiser la branche sensitive du nerf radial et ses rameaux de division. À 1 mois et à 6 mois, le chirurgien revoit le patient en consultation avec toujours l'examen clinique, le Finkelstein, les mêmes signes, les mêmes examens fonctionnels, et il va regarder si on a fait des complications comme une atrophie cutanée, c'est une zone gâchette qui aurait le témoin d'un petit névrome. Et en fin d'étude, un des internes dont c'est la thèse, il la passe la semaine prochaine, a rappelé tous les patients pour évaluer les mêmes tests fonctionnels et un questionnaire de satisfaction. Donc la pratique, voici le tutoriel qui va être un peu plus court. Donc, installation sur un petit coussin du poignet pour que ce soit sur le côté, la désinfection, pareil que la dernière fois, champ stérile, et le préformage de l'aiguille qui est exactement le même que tout à l'heure. Voilà, pour obtenir un biseau latéral, comme vous voyez ici. Voilà, le matériel est sur la table, là, très simple. Toujours la technique du gel pad pour viser. Donc, voici la position. Et voilà maintenant l'aiguille qui arrive dans ce gel stérile, ce matelas de gel stérile, et qui va viser, cette fois-ci, la partie distale du rétinaculum. On va repérer au préalable la branche sensitive radiale. Alors vous voyez que le produit, il diffuse, mais en aval de la poulie. Une fois qu'on a fait l'anesthésie, on passe une aiguille un petit peu plus grosse, on vérifie dans 2 plans la position de l'aiguille, et quand on est sûr de son coup, on va passer, on fait ces petits mouvements d'aller-retour. On voit l'aiguille, on va plutôt à la partie profonde en prenant soin d'éviter le tendon et de ne pas dépasser la partie superficielle pour ne pas avoir le risque de la branche sensitive du nerf radial. Une fois qu'on sent que la libération est plutôt pas mal, on injecte un peu de cortisone et de l'axilo, et on vérifie que ça diffuse très bien. Cette fois-ci, le produit diffuse très bien de part et d'autre du rétinaculum. Donc le point clé ici, c'est
comme tout à l'heure, il va falloir bien positionner l'aiguille au zénith du problème. Alors quand on a un seul rétinaculum épais, là, sans cloison, on va le mettre au sommet. Quand on a une cloison comme ça et un épaississement autour du court extenseur du pouce, on va se mettre au sommet du problème et au niveau de la cloison. Et quand tout est épaissi, on va se mettre ici, au zénith du problème toujours, dans le rétinaculum commun et puis dans la cloison intertendineuse. Donc comme tout à l'heure, il va falloir que le guiseau soit orienté de façon à couper les fibres, donc perpendiculaire à ces fibres. Donc il va être positionné comme ça pour le rétinaculum principal. Et quand il y aura une petite cloison, il faudra passer un tout petit peu plus bas et peut-être faire un demi-tour pour un quart de tour pour que le tranchant soit orienté un petit peu différemment. Quels sont les résultats? Alors, concernant l'étude anatomique, là encore, on a 100% de section partielle du rétinaculum. On n'a jamais une section complète, c'est peut-être un peu mieux parce que ça nous évite la luxation des tendons. On n'a pas d'anomalie des tendons sous-jacents et on n'a aucune lésion de la branche sensitive du nerf radial et ses branches de division. Vous voyez d'ailleurs que la branche principale, le tronc de la branche principale du nerf radial, sensitive du nerf radial, il va se diviser un peu plus haut que le rétinaculum. Hein. Donc si on attrape quelque chose, ça sera qu'une petite branche de division et pas le nerf principal. Alors quels étaient les contextes clinique, travailleur manuel dans 40% des cas, retraité fréquent aussi dans 32% des cas, souvent on se trouve des âmes de bricoleurs à la retraite, des femmes s'occupant de nourrissons, des mamans et des grands-mères, on en avait 9. Les traitements, ils avaient tous eu, la plupart avaient eu une attelle et des AINS, et quelques-uns, 8, avaient eu un arrêt de travail pour ce problème, et 8 avaient eu également des infiltrations classiques, une ou deux. On a décompté 51% de type 1 de Carvin, donc avec un seul gros rétinaculum comme ici. Le type que nous avons appelé 2B, 26%, avec un épaississement uniquement autour du court extenseur du pouce, et ce type 2A avec un gros rétinaculum, une grosse cloison dans 23%. Le test de Finkelstein était devenu négatif à 1 mois dans 91% des cas, et les trois patients avec test positif vont être opérés par la suite. Voilà quelle est l'évolution des signes fonctionnels. Alors vous voyez qu'entre J0 et 1 mois, on a une très nette diminution significative à la fois de la douleur, à la fois du quick dash, des tests fonctionnels, quick dash et RWE. Et cette diminution reste stable à 6 mois et à la fin de l'étude. Alors quel est le pourcentage de satisfaits? 81% sont très satisfaits ou satisfaits. 13% sont moyennement satisfaits. Alors pourquoi ils sont moyennement satisfaits? Parce que pour 4 d'entre eux persiste un fond douloureux, 10%, et pour 2 d'entre eux, ils estiment avoir eu très mal juste après le geste et pendant les 3 jours qui ont suivi. Pour 6%, on a un soulagement temporaire et une intervention par la suite, donc 3 personnes qui ont 3 échecs qui ont été opérés, et on a une réussite du geste chez les patients qui avaient eu une infiltration classique. Quelle est la tolérance du geste? Alors ça dure peu, moins de 15 minutes. Il n'y a pas de problème significatif pendant la procédure. Il faut dans 7 cas rajouter un peu d'anesthésie, mais ça se passe bien. C'est plutôt après, dans la nuit qui suit et les 3-4 jours qui suivent, que 19% des gens accusent une majoration des douleurs qui cèdent en général au bout d'une semaine. Complication locale, on a eu une dépigmentation sans atrophie, pas d'atteinte de la branche sensitive du nerf radial. Alors, relation entre ces résultats et les autres paramètres que nous avons étudiés, notamment, il n'y a pas de corrélation avec le type de Carvin. On a une cloison ou pas, le résultat est le même dans notre étude. Par contre, le risque d'échec est 14 fois supérieur si on a un contexte d'arrêt de travail. Le prix, mais là encore, il diffère un petit peu. Il est moins cher pour l'échographie. Alors, ça ne bouge pas le prix pour l'écho. Vous voyez, pour la chirurgie, on est à moins de 300 €. Ça reste quand même tout à fait raisonnable. Ce qui va changer beaucoup, c'est encore une fois le temps d'arrêt de travail. Seulement, on préconise 3 jours dans notre technique et c'est 3 semaines pour la chirurgie. Pas de soins à domicile pour notre technique. Discussion, problème théorique. Est-ce qu'une libération incomplète peut être suffisante? C'est le même problème que tout à l'heure. Et je vous ressors le petit accordéon non extensible qui avec des entailles devient long de 10%. Notre argument 2, c'est que pendant le geste, en fin de geste, vous avez vu qu'on réinjectait de la xylocaïne et un peu de cortisone, et que là, cette fois-ci, diffusé de façon harmonieuse. Là, il est uniquement en aval de la poulie. Là, il va passer sous la poulie et en amont, donc une diffusion du produit.
Troisième argument, ce qui a marché pour le doigt et qu'on a déjà démontré, pourquoi ne marcherait-il pas pour le 2 Kervin? Est-ce que c'est différent de la littérature? Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites sur le sujet dans la littérature. En 2016, on a cette série sur 48 poignées de cadavres. Alors, la libération a été complète dans 52% des cas, partielle dans 44%, mais dans cette série sans guidage échographique, on avait 40% de lésions, un petit peu de lacération plus ou moins importante des tendons. Ça, c'est une série à propos d'un cas. Et ça, c'est notre série qui a été publiée de 35 cas. Et on voit qu'entre les 35 cas et les 47 d'aujourd'hui, il y a une petite amélioration. Le taux de satisfaction augmente. On n'a pas eu de patients opérés en plus. Hein. Il y a tout peu 3 il n'y a pas de patients supplémentaires. Par rapport à l'infiltration simple, qu'est-ce que ça donne? L'efficacité varie dans la littérature entre 41 et 90%. Ça peut être, si c'est 80-90%, c'est très bon, c'est presque aussi bon que nous, sauf que ça se fait au prix de plusieurs infiltrations et qu'on a des complications, puisque 31% des patients présentent dans cette série d'Anderson une atrophie cutaine. Ça, je l'ai déjà détaillé. Alors, les patients qui ont été opérés dans notre série, donc ils arrivent en troisième ligne, hein. Médical, ça a échoué, notre truc, ça a échoué, ils sont opérés, et 2 ont bien répondu à la chirurgie et on a un mauvais résultat. Ce sont des résultats comme par hasard et dans le contexte d'arrêt et d'accident de travail. Les limites, un seul opérateur. Il est difficile de juger à J0 si le geste est satisfaisant. On le fait à la sensation, on sent qu'il y a moins de résistance, mais en ressaut c'est très simple. Il y a le ressaut, il est là ou il n'est plus là. Pour le 2 Kervin, c'est plus difficile de juger quand il faut s'arrêter. Et l'évolution, par la suite, est basée sur des tests un peu subjectifs, comme le VA et les tests fonctionnels dont on a parlé. En conclusion, la libération éco-guidée du rétinaculum du premier compartiment est possible avec une aiguille 21G. La procédure est rapide, sans risque. La reprise du travail est possible dès le 3e jour. Le résultat est tout à fait satisfaisant dans 81% des cas. Une douleur résiduelle persiste dans 8% des cas. La chirurgie est évitée dans 94% des cas. L'efficacité de cette libération est probablement potentialisée par l'injection concomitante de corticoïdes. Le résultat est acquis dès le premier mois et reste stable à 6 mois. Alors pour conclure, j'ai introduit un terme dont qui vont présenter par la suite vont s'approprier, qui est l'éco-chirurgie. Alors est-ce que c'est une technique high-tech? Alors voici un petit dispositif qui a été fabriqué par les Américains en 2016. Il y a 8 ans, j'avais fait le dessin du même dispositif. Je ne trouve aucun constructeur français qui a bien voulu faire ce petit truc-là. Avec une petite lame qui sort et qui rentre à volonté. Et il montre qu'on peut presque faire plein de choses avec ce truc-là. Là, j'étais un peu déçu, mais en y réfléchissant près, est-ce qu'on serait capable en France? Vous avez vu que c'est 45 € le prix d'une libération, c'est 200 € le prix d'une libération par chirurgie. Est-ce qu'on a les moyens de se payer un instrument qui vaut peut-être 200 €? Dans certains pays, la procédure, c'est 2000 €. Donc, on n'a peut-être pas les moyens de s'offrir le high-tech. Alors, peut-être qu'il faut faire la promotion du low-tech. Le low-tech, c'est quoi? C'est avec un instrument très simple, un bon tutoriel, mais on arrive à une solution qui est efficace, simple et économique. Et c'est très à la mode, c'est vraiment dans le développement durable. Ça peut être fait partout. Le mot de la fin pour Christiane, qui vient de Kervin. Elle est contente de voir qu'elle est toute neuve, parce que c'est une de mes secrétaires qui a pu traverser dans une fanfare, qui ne pouvait plus en jouer. Avec le 2 Kervin toute seule, le Fliegestern toute seule, et puis là elle va vous jouer un petit air de flûte. Donc elle est très contente. Vous voyez que c'est les contraintes maximales dans cette position. Hein. Voilà, je vous remercie. Bravo Franck. Je suppose qu'il va y avoir des questions, notamment chez les collègues chirurgiens qui opèrent les mains. Oui. Oui, j'ai une question. Alors, on va prendre le micro puisque les caméras suivent.
Le mieux, c'est peut-être voilà, d'aller et puis se présenter de façon à ce que... Une question qui concerne la première communication. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'échecs, mais il y en a. Et ma question est, en cas d'échec, est-ce que vous préconisez, et est-ce que la même méthode percutanée est possible, ou faut-il recourir à la chirurgie? Et peut-être c'est différent pour le pouce et le majeur. Enfin, voilà. Alors pour l'échec, je pense qu'il faut recourir à la chirurgie, mais pas trop vite, parce que vous voyez qu'on a 2 échecs. Il y en a un qui est redevenu normal 1 mois après, parce que l'injection de cortisone a sûrement fait son effet. On sait que l'injection de cortisone fait céder la douleur dans les 2-3 jours, mais fait céder le ressaut dans 3 à 4 semaines. Donc je pense qu'il ne faut pas se précipiter, il faut attendre ces 4 semaines. Et dans un de nos causes d'échec, c'est le deuxième échec, c'est qu'il n'y avait pas que le problème du ressaut, c'est un problème plus compliqué. On voit parfois du butin qui se mélange à des ressauts. Là, en l'occurrence, dans cet échec, c'était de l'arthrose digitale importante qui se mélangeait au ressaut. Et même en libérant la poulie, moi je pense que ce n'était pas la poulie le vrai problème. Donc je l'ai libéré, mais il aurait peut-être dû même être exclu, parce qu'il y avait une pathologie annexe. L'Oberel, on nous avait présenté à l'Académie de chirurgie, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, cette technique comme une des possibilités de traitement. Est-ce que c'est devenu un processus normal, ou est-ce que c'est simplement vous qui, de façon très brillante, pouvez réussir ce genre de choses? Alors c'est devenu un processus normal dans notre institution. Les chefs de clinique, alors les internes on ne laisse pas trop toucher parce qu'il n'y a pas tant de cas que ça, mais les chefs de clinique en font. L'apprentissage est relativement rapide pour les doigts longs, il est un peu plus difficile pour le pouce. En 4-5 procédures, on sait le faire pour un doigt long. On va dire qu'il faut en avoir une petite vingtaine pour être à l'aise sur le pouce. Deuxième remarque, le chirurgien qui a été à l'origine de ce travail, c'est un jour un chirurgien qui m'a dit écoute, ce patient, je ne veux pas l'opérer, tu fais plein de trucs sur les échos, tu viens de faire tout parce que tu ne veux pas essayer de faire quelque chose. Et ce chirurgien qui m'a envoyé tous ces cas est parti de l'hôpital, il devait être agrégé, ça ne s'est pas fait comme souvent. Il est parti dans les cliniques d'en face et là il s'est dit mais moi il faut que je le fasse aussi parce que ça va me démarquer des autres. Il ne fait plus que cette technique. Il ne fait plus que cette technique sous écho. Je pense que les jeunes chirurgiens sont assez friands de ça. Alors les chirurgiens qui m'envoient le plus actuellement sont les chirurgiens hospitaliers et eux, opérer des doigts à ressort, ça les amuse pas beaucoup. Hein. C'est le truc interne de premier semestre. Donc, eux, ils sont à des choses plus compliquées de la main. S'ils peuvent se débarrasser du doigt à ressort, ça leur va très bien. Franck, le chirurgien qui t'a adressé ces cas qui s'est mis à cette technique a eu une lordiniteur de combien de temps? Ça a été assez rapide. Il a fallu 5, 6, une dizaine. Alors peut-être un peu plus long parce qu'il n'a pas l'expérience de l'échographie. L'écho, c'est quand même tenir une sonde dans la main et avoir une image dans l'œil qui correspond à ce qu'on tient à la main. Et suivant comment, c'est un peu comme jouer du violon à faire de l'écho. Hein. La note, elle n'est pas juste d'emblée, il faut s'adapter un petit peu. Donc la learning curve était un peu plus longue. Après, si on fait que ça, si on prend que ça en écho, voilà, ils ont toujours pour diagnostic, pareil, ils m'ont envoyé, et là, ils s'est mis à faire ça, et ça différencie un peu de la concurrence qui est rude dans ce domaine. Donc, il y a des résultats qui sont équivalents aux miens. Alors, il y a eu un fragment la semaine dernière. Alors, il voulait se débarrasser un petit peu de tout ce qui était asepsie très rigoureuse, champ, ce qu'il lui faisait au bloc. Et là, il va continuer à le faire. Alors, ce flacon est arrivé chez un monsieur, alors on dit qu'il ne veut pas d'arrêt de travail, qu'on peut reprendre derrière, un monsieur qui 2 jours après l'opération est allé nettoyer sa voiture à l'éléphant bleu, mettre les mains dans le sale par terre, et il a eu un flacon. Est-ce que le flacon vient de la piqûre pour le geste, ou est-ce qu'il s'est collé secondairement? Je ne sais pas. Il a réglé le problème puisque les chirurgiens l'ont opéré. Tu as un micro à côté de toi. Oui, Albert Codenam. La raison de l'usage des corticoïdes au cours du geste lui-même, qu'est-ce que vous attendez de lui? Est-ce que c'est l'effet de tumescence qui va finaliser la rupture de la gaine ou... Alors, dans la série initiale qu'on a fait sur 60, on ne faisait pas l'injection de corticoïdes systématique, on ne la fait toujours pas pour certains diabétiques dans certains cas. On ne la faisait que s'il y avait un petit ressaut résiduel. Mais ça demandait qu'on repique, qu'on refasse une voie d'abord, c'était un peu plus long. Dans plus de la moitié des cas, on remarque quand même qu'il y a une petite hyperémie autour de la poulie 1-1.
C'est pour ça qu'on a pris le parti. Une fois que l'aiguille est en place pour faire l'anesthésie, je mets très peu, hein, je mets 2-3 gouttes de cortisone et je m'en vais. C'est un peu une habitude. Je n'ai pas de justification très scientifique à vous donner pour ça. Une question. Tout le monde est convaincu. Formidable. Ah. Bonjour, merci. Aram Gazarian, Lyon. Moi, je serais volontiers convaincu sur un recul à 5 ans. C'est ce que j'avais pour les Dorsaux, là. Enfin, pas 5 ans. Les premiers. Alors d'ailleurs, sur les 350 procédures, j'ai eu pas mal de gens qui sont revenus, parce que quand on fait un Dorsaux, on en fait d'autres. Hein. Et mes meilleurs clients, je leur en ai fait 5-6. Hein. Et pour le De Kerlin, vous avez 12 Pour le De mois. Kerlin, j'ai moins de recul, j'ai 3 ans là. Alors 3 ans pour les plus anciens. Et Sur votre dernière diapo, il y avait 12 mois. 12 mois, c'était le recul moyen. Enfin, pas 6 maximum. mois recul moyen, 12 mois recul maximum. Non, 6 mois, c'était la dernière consultation. Et après, il y avait un appel téléphonique qui s'est passé en fin d'étude, mais il y a eu une partie qui a été appelée il y a un an et une autre partie qui a été appelée. Donc le recul moyen que j'ai, c'est de 12 mois. Mais voilà. J'ai pas 5 ans, non, alors, si sur Christiane, que vous avez vu là, à la fin, là, qui joue de la flûte, j'ai eu la curiosité, puisqu'elle, je suis à 2 ans, de refaire une écho pour voir comment était devenu le rétinaculum. Il était revenu normal. Il avait désépaissi. À 2 ans. Parfait.